Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des mesures d'Emmanuel Macron censées mettre fin à la crise des Gilets jaunes. Pas encore officiel, mais déjà paru dans la presse. Il y en a pour tout le monde, ou presque. Les retraités, les classes moyennes, les travailleurs, les mères célibataires. Attention au catalogue, disent certains. Il va falloir leur donner un sens, prévient Gérard Collomb. Le chef de l'État a-t-il manqué sa sortie? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Pierre Rondeau à Gilbert Azoulay. Nous reviendrons sur le problème du racisme et de l'homophobie dans les stades. La ministre des Sports recevait le patron de la Fédération française de foot ce matin. Il y a des lois, mais apparemment ça ne suffit pas. Faut-il aller plus loin? Faut-il stopper les matchs, sanctionner les clubs? Nos équipes ont pu interroger tout à l'heure Roxana Maracineanu, analyser débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est bien sûr l'objectif très ambitieux du président de la République après l'incendie de Notre-Dame, reconstruire le monument en 5 ans. Cela suscite un débat. Gare à la précipitation, on demandera à Jean-Claude Bélanger ce qu'il en pense. Il est notre invité ce soir. Il est secrétaire général des Compagnons du Devoir. D'abord les réactions avec Cécile Sixou. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Hier soir, Emmanuel Macron s'y est engagé. Notre-Dame sera reconstruite en 5 ans. Des paroles aux actes. Édouard Philippe a annoncé ce matin un projet de loi qui sera présenté dès la semaine prochaine pour la reconstruction de Notre-Dame. C'est un objectif ambitieux, mais je pense qu'il est sain que l'État et l'autorité politique et le chef de l'État fixent des objectifs ambitieux. En tout cas, notre travail, dès hier, dès aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet objectif soit atteint. Emmanuel Macron veut aller vite. Une bonne nouvelle pour les élus parisiens. Moi, je suis favorable à ce volontarisme en termes de calendrier. Dans 5 ans, c'est les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que le monde entier aura les yeux braqués sur la France et sur Paris. Et donc c'est important que nous puissions donner la plus belle image de Paris possible. J'ai été heureuse de l'entendre fixer cet horizon de 5 ans, parce que toute la journée, on avait entendu des gens disant ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, du coup, on baisse les bras, on se résigne. Et je pense que la France ne doit pas se résigner. Roger Karoutchi approuve aussi l'engagement, mais l'estime un peu trop ambitieux. On sait très bien que le temps des analyses, le temps de préparer évidemment le plan de reconstruction, on ne commencera pas les travaux avant probablement 9 mois. Et il faudra probablement, parce qu'on n'a plus les ouvriers charpentiers, on n'a plus les équipes qu'on avait il y a encore peut-être 40 ou 50 ans. Donc il faudra probablement une dizaine d'années. Le gouvernement a d'ores et déjà lancé un concours des architectes pour reconstruire la flèche de Notre-Dame. Et on va aller plus loin avec notre invité qui réagit déjà en plateau à ce qu'il entend. Jean-Claude Bélanger, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Est-ce que ça vous paraît fou comme objectif, 5 ans? Non, et c'est vrai que par rapport à ce que je viens d'entendre, aujourd'hui, dire que nous n'avons plus les compétences en France pour pouvoir reconstruire cette cathédrale, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, nous avons les compétences. Et nous avons toutes les compétences pour refaire la cathédrale comme elle l'était auparavant. C'est-à-dire que nous avons les ouvriers qualifiés en France. Mais bien sûr. Aujourd'hui, la France, elle a la chance d'avoir des institutions comme les nôtres, compagnoniques, qui a toujours su garder des savoirs pour pouvoir refaire des ouvrages comme la cathédrale aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de compétences qu'on va avoir demain, c'est un problème de main-d'œuvre. On sait très bien que tous nos métiers sont décriés et n'intéressent pas, malheureusement, assez de jeunes pour pouvoir répondre à la demande des entreprises. Et c'est vrai que quand aujourd'hui j'entends que nous avons un problème de compétences, ce débat n'est pas celui qu'on devrait avoir aujourd'hui. Le débat qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est comment on pourrait intéresser un volume de jeunes plus important à travers des métiers dont on aura besoin demain pour reconstruire la cathédrale. Alors justement, la question de la valorisation de ces métiers dont vous parlez est un point clé que révèle ce drame. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a en tout cas insisté sur ce point. C'était tout à l'heure à la sortie de l'Élysée. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. J'ai beaucoup insisté pour qu'on n'écarte pas le savoir-faire et les métiers au détriment, j'allais dire, des compagnons du Tour de France, des compagnons du Devoir et de bien d'autres dans le savoir-faire. J'ai compris que le délai de 5 ans, il y avait la volonté de le tenir. On va essayer de le partager ensemble. Voilà, il a pensé à vous. S'il doit ressortir quelque chose de positif de ce drame, c'est ça. Et c'est vrai que Gérard Larcher, aujourd'hui, il nous connaît bien. Et il a été ministre du Travail. Donc il sait très bien que la France, elle a la chance d'avoir ces institutions compagnoniques qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre à ces travaux de réalisation et par la technique
que ces travaux demandent. Mhm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous sommes capables de donner une autre image de nos métiers, et peut-être que la cathédrale, la reconstruction de cette cathédrale devra nous permettre d'avoir des ateliers pour peut-être mieux faire connaître nos métiers, étant donné que nos entreprises sont généralement dans des zones industrielles méconnues du grand public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas la proximité de ces entreprises pour connaître les métiers de l'intérieur. Vous dites il en manque, il manque quoi et à quelle échelle? Combien? Nous, aujourd'hui, nous avons estimé en interne, aujourd'hui, il nous faudrait, par rapport aux métiers concernés par rapport à la reconstruction de cette cathédrale, il nous faudrait 100 maçons de plus, 100 tailleurs de pierre de plus, 150 charpentiers de plus, 200 couvreurs de plus. Et si demain on avait ces 550 jeunes de plus, on pourrait pallier déjà au manque de main-d'œuvre que ces entreprises rencontrent aujourd'hui. Et vous avez rencontré Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, aujourd'hui, il me semble. Hein. Non, c'était hier. Et c'est vrai vous lui avez fait part, évidemment. Le cabinet du travail est complètement soucieux de cette problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu un contexte aussi favorable. À travers la loi Avenir professionnel, proposée par Muriel Pénicaud, on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les contraintes qu'on pouvait avoir pour pouvoir mettre en place une section d'apprentissage, pour pouvoir créer un centre de formation. Aujourd'hui, toutes ces contraintes-là ont été levées. Maintenant, il nous faut simplement qu'on puisse faire changer la vision des métiers auprès du grand public pour que les parents, quand leur enfant, garçon ou fille, qui souhaite s'orienter vers un métier, même s'il va bien à l'école, qu'on puisse le laisser vers le choix de son métier. Qu'est-ce qu'elle vous répond, Muriel Pénicaud, sur ce point? Est-ce qu'elle vous dit oui, on va mieux valoriser ces métiers, oui, on va plus former? Elle vous fait des promesses? Aujourd'hui, la ministre, elle a fait ce qu'elle devait faire par rapport à la nouvelle loi Avenir professionnel qui permet de déverrouiller tout un tas qui permet de déverrouiller toute une organisation pour mettre en place des nouvelles sections d'apprentissage. Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut pas demander au ministère de faire plus. Aujourd'hui, c'est une démarche culturelle qu'on doit avoir auprès de chacun de nos citoyens pour que les métiers puissent être connus autrement. Ça veut dire que là, en l'état actuel des choses, et puisqu'il y a cet ouvrage immense qui attend la France, il va falloir faire venir des ouvriers qualifiés de l'étranger. Quelle est la solution? Si demain on devait faire venir de la main-d'œuvre de l'international, ça veut dire qu'on passera à côté de quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de chômage à plus de 20% de notre pays, chômage des jeunes qui devient insupportable. Pourquoi on ne proposerait pas des formations et un avenir d'excellence pour ces jeunes-là à travers un métier qui... Mais alors là, des formations accélérées, j'ai envie de dire, pour cette reconstruction de Notre-Dame? Même des jeunes qui rentreraient donc en formation dès la rentrée de septembre, pendant 2 ans, ces jeunes-là auront les grandes chances de pouvoir travailler sur la cathédrale. Vous êtes contre l'idée de faire venir des ouvriers qualifiés de l'étranger? Ça vous heurte? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que je sais qu'il y a des techniques sur certains métiers plus affirmés dans certains pays. Et là, qu'on fasse appel à des salariés formés sur ces techniques-là, ça ne me pose aucun problème. Par contre, aujourd'hui, sur les métiers concernés sur la cathédrale, la France, je crois qu'elle n'a pas à rougir. Cette priorité donnée à Notre-Dame, évidemment, soudainement, et vu l'urgence et vu la catastrophe, est-ce qu'elle risque de porter préjudice à d'autres chantiers? Est-ce que vous avez des inquiétudes pour d'autres chantiers? Aujourd'hui, si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir intéresser un plus grand nombre de jeunes à ces métiers, ça veut dire qu'évidemment, des jeunes vont être intéressés et happés par les entreprises qui réaliseront la reconstruction de cette cathédrale. Ça veut dire que d'autres entreprises seront pénalisées par un manque de main-d'œuvre pour pouvoir réaliser leur chantier. Ça veut dire que là, à un moment donné, on va être sur un tuyau d'étranglement qui va pas nous permettre de pouvoir satisfaire l'ensemble des demandes des entreprises. Oui, et l'argent dans tout cela, on entend beaucoup parler de dons, de ce que ça va coûter. Stéphane Bern disait on va atteindre le milliard peut-être en 24 heures. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tout cela? Vous dites évidemment bravo. Aujourd'hui, moi je dis que c'est beau parce que c'est vrai que d'avoir cette solidarité pour pouvoir reconstruire cette cathédrale en espace de peu de temps, avoir pratiquement 1 milliard d'euros comme moyen pour pouvoir la reconstruire, je dirais qu'aujourd'hui c'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème de compétences, c'est simplement un problème de reconnaissance de nos métiers pour intéresser un plus grand nombre de jeunes à venir dans ces métiers pour pouvoir pallier aux besoins de chacune de ces entreprises. Et une dernière question sur la démarche d'Édouard Philippe qui annonce le lancement d'un concours international d'architectes pour reconstruire la Flèche. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la cathédrale, elle avait un aspect visuel qui date du XIIIe.
Nous sommes au XXIe siècle. C'est vrai que les matériaux, je pense qu'il faut toujours garder le matériau bois pour pouvoir reconstruire cette cathédrale avec un aspect architectural peut-être différent. Merci infiniment Jean-Claude Bélanger d'être venu ce soir sur Public Sénat, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Pierre Rondeau à Gilbert Azoulay. On va s'arrêter sur le problème du racisme et de l'homophobie dans les stades de foot. Noël Le Graët était reçu par la ministre des Sports sur ce sujet ce matin. Il y a urgence, les incidents se multiplient. Encore ce week-end à Dijon. Comment lutter? A-t-on trop traîné avant d'agir? Fabien Recker a pu interviewer tout à l'heure Roxana Maracineanu. On regarde son sujet et on en parle après. Des cris de singe à l'encontre du capitaine de l'équipe d'Amiens. Dernier épisode en date vendredi en matière de débordement raciste dans les stades. Visé par les injures, Prince Guano exigera l'interruption du match. Dans ma tête, j'avais déjà pris la décision de marquer le coup. Vous voyez que je ne pouvais pas vraiment m'arrêter là et puis encaisser cette situation-là et puis ne rien dire. Parce que cette situation, certes, me concerne, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont derrière moi, il y a pas mal de personnes qui sont concernées par ce genre de choses. Réaction le lendemain de la Fédération de football par la voix de son président. Nous condamnons ces actes inacceptables qui n'ont pas leur place dans notre société ni dans un stade de football. Cet incident, heureusement isolé, démontre que malgré l'action éducative déterminée de la Fédération française de football, le chemin reste encore long. Le même jour, ce sont des chants homophobes dans les travées du stade Bollaert à Lens qui déclenchent l'indignation après qu'un collectif contre l'homophobie dans le foot avait révélé cette vidéo. Mercredi, la ministre des Sports s'est entretenue avec le président de la Fédération française de football. On a regardé ce qui existe aujourd'hui au sein de la Ligue, au sein de la Fédération. Il y a par exemple une procédure d'arrêt des matchs au moment de la Ligue. Par exemple, l'homophobie n'est pas explicitement indiquée. Donc il y a effectivement une action, une explication aussi de texte à avoir avec les arbitres, qui sont les seuls chefs finalement au moment d'un match. En jeu, clarifier les rôles entre fédération, club et ligue de football pour réprimer plus efficacement les débordements. Et avec nous pour ce match des idées, Pierre Rondeau, bonsoir, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire Sport et Citoyenneté à la Fondation Jean Jaurès. Gilbert Azoulay, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Newsstand, qui réfléchit au sujet d'éducation et de football. Ça tombe bien, c'est notre sujet ce soir. On a déjà tout un arsenal législatif, Pierre Rondeau, pour combattre le racisme en général. Le problème, c'est qu'il ne semble pas s'appliquer dans les stades. Qu'est-ce qu'on fait? On interrompt les matchs, on les arrête complètement, on donne plus de rôle à l'arbitre, comme le dit la ministre? Vous l'avez dit, l'arsenal existe. On a des lois, on peut les appliquer, mais en tout cas des lois existantes à échelle nationale qu'à échelle européenne. Je rappelle par exemple que même l'UEFA, au sein de son règlement, conditionne l'obtention de la licence club au respect de, enfin en tout cas l'application de politiques visant à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Donc les instruments, on les a. Ce qui compte maintenant, c'est est-ce qu'on veut les appliquer, est-ce qu'on veut concrètement et véritablement les appliquer et véritablement s'attaquer à ce fléau qu'est le racisme et l'homophobie. C'est une autre question, mais ça, on y reviendra. Les lois doivent-elles changer? Non, puisqu'elles existent déjà. Ce qui compte maintenant, c'est pas de faire de la répression et d'interdire, de condamner difficilement les supporters, parce que je rappelle, c'est une minorité de supporters. Ce ne sont pas les supporters de football, c'est le fait d'une absolue minorité, et beaucoup de gens viennent au stade et respectent totalement les adversaires et les joueurs, et les supporters adverses. Donc véritablement, ce qui compte, c'est faire de la prévention et faire de l'éducation durable, au-delà même du football, mais dans l'ensemble de la société. D'abord sur ces règles qui existent, alors pourquoi on ne les applique pas, Gilbert Azoulay? D'abord, on applique, vous avez dit, il y a ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement. De ce point de vue-là, j'étais sur un match de Ligue 2, vous voyez, avec les délégués, parce qu'il y a des délégués on parle de l'arbitre, mais il est entouré. Il y a 2 ou 3 délégués de la fédération qui sont là pour faire respecter le règlement et l'esprit du sport. Ça veut dire qu'avant le match, on s'est enfermé, c'était de la Ligue 2. Donc c'est pour vous dire que, évidemment, ça s'est traduit en Ligue 1, mais on a parlé de cette problématique homophobie, on a parlé du risque potentiel et on a évoqué l'idée, s'il se passe quelque chose, d'arrêter le match, d'aller jusqu'à prendre. Vous voulez dire que ça y est, l'idée est en train d'arriver auprès des arbitres, de stopper les matchs en cas de. De toute façon, la règle qui consiste à dire on arrête le match, 15 minutes, si ça ne reprend pas comme ça se fait en Italie, vous avez vu que l'Italie a imposé, et la perte des points pour le club qui reçoit. Donc là, on peut
aller très très loin et l'arbitre sera soutenu par ses délégués parce que l'arbitre n'est pas seul en réalité sur un terrain. Quand vous allez dans les vestiaires et dans les coulisses, il est entouré par une équipe de la LFP et de la FFF. Donc il n'est pas seul à prendre ses décisions. D'ailleurs, quand il y a eu des problématiques, vous avez vu ces scènes où les gens s'enferment avec le président des clubs, il y a le délégué, il y a les arbitres, il y a les représentants de toutes les corporations. Donc ça veut dire qu'on peut faire respecter, à mon avis, et en tout cas c'est pris en compte. On peut et on doit, et vraiment, et aussi malheureusement, si j'ose dire, malheureusement, on doit faire le distinguo entre tout ce qui concerne le racisme et l'homophobie. Le racisme et l'homophobie, bien évidemment, sont totalement condamnables et sont mettre sur un même pied d'égalité. Mais le racisme touche directement les joueurs, parce que ça les touche directement en tant que personne. Ça touche leur nature, ça touche leur individualité. Traiter un noir de sale noir, forcément, ça le touche directement. Donc il va exiger d'arrêter la rencontre, il va entendre l'insulte, il va prévenir l'arbitre, et l'arbitre pourra à ce moment-là appliquer la loi, appliquer le règlement et faire arrêter la rencontre. Ça n'a pas été beaucoup fait jusqu'ici. On en parle justement parce que le week-end dernier, c'est arrivé. Un joueur a osé dire stop. Un joueur d'Amiens a eu le courage de prévenir l'arbitre et de dire j'ai été insulté et ça me touche directement parce qu'on porte atteinte à ma dignité d'homme. Il y a une solidarité dans les équipes. Mais bien sûr. Bien sûr. Vous allez dans les clubs de football, l'élite du football professionnel, c'est très métissé. Je voudrais juste te dire un mot quand même. L'avenir du football, c'est quoi au fond? Quand on regarde les équipes qui seront sélectionnées pour la Coupe du Monde au Qatar, on passe de 32 à 48 clubs, probablement. Mais en tout cas, un élargissement du football vers des pays émergents, donc des pays du tiers-monde ou des pays émergents. Le football aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde féminine qui va arriver, un esprit beaucoup plus plaisir, beaucoup plus familial. Donc les institutions ne sont pas complètement stupides. L'UEFA et la FIFA ne sont pas complètement stupides. Je pense qu'ils feront le nécessaire et le ménage pour que ça n'arrive pas. On pourrait tout de même rappeler qu'ils ont fait le choix justement de la Russie en 2018 et du Qatar en 2022 qui ont des lois anti-LGBT. Donc concernant le racisme, c'est bien évidemment que tout est mis en œuvre pour lutter contre le racisme. L'homophobie, c'est un autre problème puisque voilà, les instances, la FIFA, la Russie et le Qatar, deux pays qui interdisent l'homosexualité et qui imposent des lois anti-LGBT. Donc on peut tout de même se poser la question. C'est pour ça que je faisais le distinguo entre racisme et homophobie. L'homophobie est beaucoup plus difficilement condamnable parce qu'un joueur, un univers tellement hétéronormé, un joueur ne pourrait pas se plaindre d'avoir été insulté. Et d'ailleurs, les joueurs qui l'ont fait, et qui ont fait leur coming out, on ont plus ou moins après leur carrière. Après leur carrière. Et ceux qui l'ont fait pendant, d'ailleurs, ont été plus ou moins exclus. Alors, puisque vous parlez d'homophobie, cette polémique sur le racisme dans le foot intervient effectivement après plusieurs semaines d'une autre polémique sur l'homophobie dans les stades. Souvenez-vous, lors du PSG-OM, mi-mars, la ministre des Sports avait condamné des chants qu'elle trouvait, je cite, inadmissibles. Et elle en avait parlé le lendemain matin chez nos confrères de France Info. Je voudrais qu'on réécoute. Moi, j'ai été au PSG-OM l'autre fois, ça parlait pas de racisme, il n'y avait pas d'écrit raciste ou de violence, mais c'était juste inadmissible d'entendre les chants que j'ai entendus. C'était le PSG qui criait contre Marseille, au lieu d'encourager son équipe, il disait des choses horribles sur Marseille. Apparemment, c'est historique, mais c'est juste pas possible. Enfin, moi, je n'emmènerais pas mes enfants dans un match comme ça pour qu'ils me demandent « Mais maman, qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter ?» Alors, ça aurait pu s'arrêter là, sauf que voilà, dans une interview aux Parisiens, la présidente de la Ligue de football professionnel, Nathalie Bois-de-la-Tour, a jeté de l'huile sur le feu. Voilà ce qu'elle a déclaré. C'est le folklore du foot. J'assiste à plus de 50 matchs par an. Ce sont des propos qu'on entend régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont acceptables, mais ils font partie de l'expression d'une ferveur populaire qu'il faut prendre comme telle. Gilbert Azoulay. D'abord, le stade, c'est le haut-parleur de ce qui se passe dans la société. Qu'on soit bien d'accord, il ne se passe pas des trucs... C'est pas un microcosme à part quand même? Non, c'est le miroir de la société. C'est le miroir. Vous savez, vous avez toutes les catégories sociales qui sont représentées. Mon avis, c'est que c'est un bon warning qui sera fait pour fixer un peu c'est un marqueur. Il sera dit, on va plus tolérer un certain nombre de choses. Vous savez, l'homosexualité et ce qui va autour, et le folklore dont elle part, ça fait longtemps dans le football. C'est peut-être le moment de dire stop. Pourquoi pas? Après tout, vous savez, pour revenir 2 secondes sur le fait que la FIFA et l'UEFA prennent le Qatar ou la Russie, j'ai envie d'y voir un signe positif qui serait de dire on y va et puis on fait passer des messages. Parce que malgré tout, il y a des messages qui sont passés. C'est l'occasion de mettre en lumière certaines personnes. C'est l'occasion de négociations qu'on ne voit pas et de choses qui se passent. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai envie de dire que le Qatar, notamment, ça va peut-être ouvrir un peu ce pays vers, même s'il est très ouvert par rapport aux autres pays arabes, mais en même temps, j'ai envie de voir l'idée de progression avec ces événements. Non, ce qui est intéressant sur le terme justement de folklore... ça vous a choqué justement?
bizarrement, non, et oserais-je dire malheureusement, parce que c'est une réalité malheureuse. L'homophobie, en tout cas les insultes à caractère homophobe dans le football, si vous demandez à la majorité des supporters de foot, ils vous diront que ce n'est pas du tout un caractère homophobe. Ça renvoie à une réalité justement de l'univers hétéronormé et du cliché justement de l'homosexuel considéré comme, encore une fois, d'une manière très vulgaire, plus faible. Donc les joueurs... Finalement, c'est le langage courant. Exactement. Et donc, c'est banalisé. Là, il faut être plus inquiet, c'est la banalisation de l'insulte. C'est de pouvoir proférer comme une joute verbale pour affaiblir un adversaire ou un supporter des insultes. C'est pour ça que je le rappelle, l'éducation et la prévention sont très importantes. Réprimer et condamner en stigmatisant les supporters de football, à mon sens, c'est la mauvaise chose à faire. Il faut véritablement considérer qu'il faut s'attaquer dans la société, et en particulier dans le football, à cette lutte contre la banalisation de l'insulte. Il faudra quand même que les clubs de supporters aient des limites. Et bien parce qu'il y a des choses qu'il faudra bien marquer. Parce que les supporters, faire ce travail, pas uniquement les supporters. Donc à partir de là, il y a une certaine impunité dans certains stades, il faut le dire. Et puis... les présidents, si le sportif va mal, on n'ose pas trop s'attaquer aux supporters. Donc c'est vrai qu'on laisse parfois des choses. Mais il faut absolument fixer des limites. Et le dialogue, de ce point de vue-là, est très important. C'est pour ça qu'il faut savoir, voilà où on tolère, voilà ce qu'on admet, voilà ce qu'on n'admettra plus. Ça, c'est très très clair. Mais c'est vrai qu'il y a des populations parfois qui sont, on va dire, plus fragiles et qui sont spontanément enclins à partir en live dans le stade, puisqu'il y a une sorte d'excitation. Mais je vous entends pas beaucoup parler de responsabilité du club aussi. Est-ce qu'il faut il doit les avoir, justement. Le club, il doit engager le dialogue. Bien sûr, il doit engager un dialogue avec directement les supporters. Et le club doit savoir, je le rappelle, c'est dans les statuts, dans les règlements de l'UEFA, si le club ne respecte pas ou n'impose pas une politique de lutte efficace contre toutes les formes de discrimination, c'est l'article 23 du règlement de l'UEFA, on peut lui retirer la licence club. Donc soit l'UEFA... C'est pas arrivé encore. Hein. Mais oui, mais d'où la question de notre débat de ce soir. La question, c'est au bout d'un moment, il faut à la fois faire de la prévention, de l'éducation, et peut-être donner et montrer l'exemple. Je ne dis pas qu'il faudrait suspendre de compétition européenne des clubs de foot qui ne respecteraient pas. C'est grave, parce que là, on a des enjeux économiques. Ce sont des enjeux économiques considérables. Oui, mais l'économie face à l'humain, non, c'est même pas économique. C'est même pas économique. On condamnerait l'ensemble des supporters et l'ensemble d'une institution sportive par le fait d'une minorité. Je répète, les caractères, les insultes homophobes ou racistes sont le fait d'une minorité. On a plus de 200 000 supporters ou spectateurs de foot par an en France, et on a une dizaine, une quinzaine... 200 000. 400 000. Ah, beaucoup plus, heureusement. Rien que sur les champs, il y avait 1 million de personnes qui défilaient. Ah oui, d'accord. Mais après, il y a les supporters. Ah oui, 200 000 chaque soir. Présents dans les stades. Et ce que je veux dire, c'est oui, c'est le fait d'une minorité, d'une dizaine, même moins de personnes. Donc, l'UEFA doit menacer, mais ne peut pas sanctionner parce que 10 personnes vont condamner un ensemble... Il faut savoir que les clubs de supporters dans les clubs professionnels sont des acteurs. Ils ont des droits, c'est-à-dire qu'ils ont des accès privilégiés, des espaces qui leur sont réservés, des lieux pour stocker, par exemple, les banderoles, les tifos, tout le matériel. Donc ça veut dire qu'il y a... une association. Il y a non, mais ça veut dire que le club s'engage quand vous dites la responsabilité des clubs. Donc il y a des leviers d'action et des moyens d'action pour dire attention, stop. Le PSG avait renvoyé les supporters pendant quelques années pour arrêter. L'Angleterre a supprimé les hooligans. Donc il est possible d'avoir des politiques drastiques. Le débat porterait sur l'aseptisation des stades et l'annihilation de l'ambiance. Voilà, soit on voudrait un théâtre sportif ou alors des stades... Juste un mot, la députée En Marche, Laetitia Avia, a rappelé les peines prévues en cas de propos homophobes. Elle l'avait fait sur Twitter, je vous le lis. 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà ce qu'encourent les supporters de foot qui chantent des chansons homophobes dans les stades. Ce n'est pas du folklore, mais un délit. De la même manière, je me demande si ces peines ont déjà été... été jugé, quelqu'un a déjà été condamné d'1 an de prison pour... Mais donc il y a une forme de tolérance sociale avec le football particulier. Malheureuse, parce qu'on a banalisé l'insulte homophobe, on l'a considéré comme un folklore footballistique, et même en lui associant une... Comment dirais-je ? Ce n'est plus considéré comme homophobe. Quand un supporter... On parle de chants homophobes ou d'expressions homophobes ? On a parlé de chansons homophobes, elles existent ces chansons. On ne va pas dire les mots, mais il y a un certain wording, un wording qui exprime des idées. Je ne le défends pas, je ne voudrais pas qu'il y ait méprise, mais il y a un certain wording dans le football qui exprime plus une impression, une insulte de l'adversaire, mais qui n'a aucun lien avec... qui remet en cause sa force virile, parce qu'on est dans un caractère tellement hétéronormé, et on associe une caricature de l'homosexuel, donc on se permet de proférer ce genre d'insultes dans une joute verbale. Alors en tout cas, le droit prévoit évidemment quelque chose de précis là-dessus. Vous l'avez dit, les problèmes de racisme et d'homophobie ne concernent pas seulement les stades français, loin de là. Les scènes d'insultes sont même monnaie courante depuis de nombreuses années en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou encore en Espagne et au Portugal. On va regarder quelques images et on en parle après.
Voilà, c'est malheureux, c'est presque un problème européen. Mais même mondial. Même mondial. On a vu aussi des stades en Amérique du Sud bien plus violents, avec des insultes bien plus sévères et condamnables que ces tristes images. Oui. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Et pour ça, comme vous le disiez, le football est le miroir de la société. Si des gens acceptent ou légitiment ce genre d'insultes dans un stade, ils l'acceptent aussi à l'extérieur. Et c'est triste. Il y a une dérive quand même, c'est qu'il y a une banderole. Je rappelle que là, on a dépassé. C'est noir sur blanc là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un minimum à faire. Si là, le club ne fait pas. Si la sécurité n'a pas un minimum supprimé cette banderole, c'est quand même. Là, le club est responsable. Je vous rappelle le match contre le Lens où on parlait de consanguins en parlant des supporters. En parlant des supporters en soi, la banderole avait été retirée. Donc il y a quand même des moyens d'action. Elle était quand même rentrée dans le stade. Oui, et pour qu'on arrive à se situer, la France par rapport aux autres pays, j'allais dire, est-ce que c'est moins pire chez nous qu'ailleurs? C'est pire en Italie? C'est pire en Angleterre? Moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu moins pire. C'est pire en Italie. Oui, de notoriété, on estime que les deux pays, alors vraiment je le dis, mais je n'ai aucune certitude ou preuve là-dessus, mais de notoriété, l'Angleterre et la France seraient des pays plus respectueux, plus exemplaires en matière de lutte contre le racisme. L'Espagne, l'Italie, c'est assez catastrophique. La Russie aussi, et certains pays de l'Europe de l'Est. Les pays en Amérique du Sud aussi sont très malheureux dans les scènes de racisme. Mais en Angleterre, d'abord, on a un héritage lié aux colonies. Exactement, en France, voilà, comme en Angleterre, on a déjà une mixité dans la population qui fait qu'on a l'habitude de se côtoyer. Alors, ça n'empêche pas les incidents, mais malgré tout, on arrive quand même à des situations de vivre ensemble plutôt sympas. Alors, en Angleterre, il y a des opérations qui ont été menées récemment par les plus grands clubs. Kick out, kick it out, fous ça dehors. Mais dorénavant, au-delà en parlant du raciste. Et c'était chaque joueur porte un fanion qui s'appelle kick it out. Au-delà des opérations de communication marketing, oui, il faut vraiment que les sont incarnés, c'est encore mieux, si je puis dire, avec les joueurs qui sont des vedettes. Le courage pour dire, quand on voyait justement sur ces images Dani Alves qui reçoit une banane et au lieu de se plaindre auprès de l'arbitre, la mange. Ok, c'est une belle provocation aussi. C'est une belle provocation, c'est indéniable. Mais il aurait dû aller voir l'arbitre et l'arbitre aurait dû arrêter la rencontre. Ça veut dire que les joueurs eux-mêmes, s'ils sont faits, Mais d'une certaine manière, oui, parce que malheureusement, on voit encore ce genre de choses. Les joueurs devraient véritablement prendre conscience de leur force médiatique et dire je suis insulté. Et en plus, c'est même pas une insulte en mode espèce de. C'est là. On renvoie directement à sa nature même d'être humain. Je suis insulté parce que je suis noir. C'est impossible. Je pense que le système doit prendre en compte, parce que c'est Prince Guano, le joueur, qui a pris l'initiative. Moi, je pense qu'il doit être soutenu, le délégué, l'arbitre. Croyez-moi, l'arbitre, il a des soucis sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain, vous voyez qu'il gère tellement de choses. Mais il y a quand même un staff sur le football professionnel qui peut gérer ces situations. Et c'est ça qui est regrettable. Laisser la main aux joueurs, c'est finalement leur demander beaucoup. Surtout sur un match en jeu. Le joueur pourrait justement le dire à l'arbitre. L'arbitre, entendant ce discours, devrait arrêter la rencontre. Il peut y avoir aussi un échange. Est-ce que les pouvoirs politiques devraient prendre en main les choses, faire des lois spécifiques pour ce qui se passe dans les stades? Non, parce qu'encore une fois, ça signifierait qu'on stigmatise. Oui, mais on voit que ça ne suffit pas. On voit que ça ne marche pas. Rien ne fonctionne. Les lois existent, je vais dire, incitation à la haine raciale. Le football, ça serait dire que le football pose problème. Des cas de racisme, malheureusement, il y en a partout, tous les jours, dans la rue. Vous savez, je parlais avec des parents, pour préparer l'émission, ils me disaient, au basket, l'autre jour, dans les tribunes, des gens, ils insultaient l'arbitre, ils insultaient des joueurs. Donc, ça se passe un peu partout. Et je pense que c'est la réglementation et l'encadrement sur le terrain lui-même, puisque c'est là que ça doit être fait en prise directe, c'est-à-dire dans la situation in vivo. C'est pas la loi, elle va rien régler. On sait que quelqu'un qui insulte quelqu'un, à combien il est condamné, ça existe dans la loi. Alors moi, je vais quand même vous faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Europe, de nos voisins européens. Comment eux gèrent ce genre de problème. En Italie, des dispositions sévères ont été prises. Alors c'est assez paradoxal, mais match à huis clos, possibilité d'interruption de match par l'arbitre, fermeture de tribunes, amende à hauteur de plusieurs milliers d'euros. En Espagne, assez peu de sanctions. Et perte des points, ce qui est quand même plus important que l'amende. En Espagne, assez peu de sanctions, mais le ministère de l'Intérieur s'est mis à recenser chaque semaine toutes les discriminations pour en faire des rapports. À noter aussi qu'en 2014, le club de Villarreal avait été sanctionné d'une amende de 12 000 euros pour le jet d'une banane en direction d'un défenseur brésilien. En Angleterre, les clubs ont choisi de bannir à vie les spectateurs coupables. Dernier exemple, l'Allemagne qui, elle, mise sur le dialogue entre les clubs et les associations de supporters pour promouvoir la tolérance. Et le pays a par exemple été pionnier en installant, ça paraît peut-être anecdotique, mais j'imagine pas à vous, des toilettes neutres pour les spectateurs transgenres. Voilà le genre de direction que prennent nos voisins européens. De qui doit-on s'inspirer? Est-ce qu'on doit s'en inspirer? De tout le monde. De tout le monde. Toutes ces propositions sont intéressantes. Et on devrait tous justement le faire, à mon sens, à échelle européenne, une véritable lutte contre
toutes les formes de discrimination, racisme, homophobie, antisémitisme. Mais là, c'est du concret, c'est pas des mots. Mais justement, mais concrètement, il faudrait qu'on applique faut des toutes toilettes ces réglementations à échelle européenne. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les compétitions internationales, elles commencent par des messages de respect, puisque c'est le message, et toutes les compétitions, toutes les institutions mettent ça au cœur de leur stratégie. Oui, J'ai enfin, regardé les ça marche archives. vraiment, ça. Je me rappelle des lacets arc-en-ciel portés par les joueurs de foot de Ligue 1 pour lutter contre l'homophobie. Quand on posait la question aux joueurs que représentait ce bracelet, qui était censé lutter contre l'homophobie, un joueur que je cite, Cavani du Paris Saint-Germain, disait de manière assez hésitante, ça permet de lutter pour la diversité. Voilà. Il ne savait même pas ce que c'était. C'est le club qui doit porter aussi ses valeurs. C'est bien joli d'avant un match de dire respect, no racisme, porter un bracelet arc-en-ciel. C'est du symbole. Le symbole est important. C'est indéniable, mais il faut aussi agir. En tout cas, il y a les moyens d'agir. Ça, c'est une certitude. La FIFA comme l'UEFA ont les moyens vraiment de mettre en place des structures. Parce que l'opérationnel, c'est très important. Ça se passe sur le terrain. C'est pas théorique, c'est pas sur les réseaux sociaux. Ça se passe concrètement sur le terrain. Donc, il faut les moyens. Et de ce point de vue-là, les moyens techniques, puisque celui qui a insulté Prince lors du match contre Amiens a été repéré par la vidéo. Donc là, on peut tracer. Parce que là, il y en avait un seul, mais quand ce sont des tribunes entières qui font. Comme souvent, on vide la tribune. Non, on arrête le match. Parce que on ne peut pas virer 1000 personnes comme ça, et c'est compliqué, ça pose des problèmes de sécurité. On peut les isoler à la limite, mais en plus ça pourrait dégénérer. Donc il vaut mieux interrompre le match et passer à autre chose. Parce que ça, virer des gens du stade, c'est pas gagné. Enfin, c'est pas vous que je vais l'apprendre, ça pose des problématiques de sécurité, de bagarres éventuelles, et puis il y a souvent des gens énervés. Donc là, il faut être sur ses gardes. Merci beaucoup à tous les deux. On va plus loin. Continue avec notre grand débat. #OVPL pour réagir sur Twitter. On va revenir sur les annonces que comptait faire Emmanuel Macron lundi soir avant l'incendie de Notre-Dame. La vidéo qu'il a enregistrée a fuité. On connaît donc la série de mesures qui sont censées sortir le pays de la crise des Gilets jaunes. Avant d'en débattre avec nos invités, le point avec Jérôme Ravier. Ce devait être un point final au grand débat, mais l'incendie de Notre-Dame a remis à plus tard les annonces d'Emmanuel Macron. Cependant, les 18 pages d'intervention présidentielle sont désormais connues. Côté institution, Emmanuel Macron insiste sur les évolutions nécessaires du côté des élus. Ce que nous traversons est une crise de représentation qui dit « ceux qui nous représentent ne nous écoutent pas ». Déjà prévu dans la réforme constitutionnelle à l'arrêt depuis l'été dernier, la réduction du nombre de parlementaires est de retour dans ce discours jamais diffusé. Pour rappel, l'été dernier, l'exécutif tablait sur une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires et une part de 15% de députés élus à la proportionnelle. Autre mesure sous forme de réponse aux Gilets jaunes, le référendum d'initiative partagée, qui existe déjà, serait simplifié. Et le RIC, référendum d'initiative citoyenne, pourrait être créé, mais uniquement sur certains sujets locaux. Côté pouvoir d'achat, la prime Macron lancée cet hiver devrait être pérennisée, l'impôt sur le revenu abaissé pour les classes populaires et moyennes, et les retraités seraient également choyés avec le retour de l'indexation des retraites sur l'inflation dès le 1er janvier prochain jusqu'à 2 000 €. Enfin, côté service public, Emmanuel Macron s'engage à ce qu'aucun hôpital et aucune école ne soient fermés d'ici à la fin de son mandat. Le chef de l'État promet aussi une nouvelle étape de décentralisation avec davantage de fonctionnaires dans les territoires et moins dans les administrations à Paris. Pour montrer cette volonté, il propose notamment de supprimer l'École nationale d'administration, l'ENA, où il a lui-même été formé. Avec nous pour le grand débat d'On va plus loin ce soir, Caroline Michel-Aguirre, bonsoir, bienvenue, chef du service affaires à l'Obs. On va tout de suite regarder la une du numéro qui sort demain dans vos kiosques, évidemment consacré au drame de Notre-Dame. Il était une fois Notre-Dame, de la splendeur à la tragédie. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur de la publication Atlantico. Stéphane Vernet, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction Ouest France à Paris. Et Flore Santi-Stéban, bonsoir, politologue, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste des mouvements sociaux. Baisse des impôts pour les classes moyennes, prime de 1 000 € pérennisée, réindexation des petites retraites sur l'inflation. Caroline Michel-Aguirre, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que pour vous, ça arrêtera les manifs des Gilets jaunes le samedi? Alors, c'est deux questions différentes. Pour ce qui est des manifs le samedi, il y a de nouveau des mots d'ordre très forts et très violents pour le 20 avril et pour le 1er mai. Ouais. Et par ailleurs, on se souvient que les premières mesures très fortes qui avaient été annoncées en décembre, de mémoire, ou novembre, je ne sais plus, du coup on s'y perd, le 10 décembre, n'avaient absolument rien enrayé. La question plutôt, c'est, il me semble, si je puis me permettre,
Est-ce que ça permet cette sortie par le haut de ce grand débat, ce grand mouvement assez inédit d'un président qui a mis mandat, repart en campagne, repart à l'écoute, non plus avec une armée de marcheurs comme c'était le cas pendant la campagne, mais avec ses propres pieds à lui, qui lui-même va au-devant de ses électeurs. Il répond à un certain nombre d'interrogations, en particulier sur la partie sociale, en effet pour les retraités, mais sur les services publics. Également, quelque chose que je trouve très fort, qui est, je ne sais pas si ce sera finalement validé, le fonds pour les pensions alimentaires non versées. C'est vraiment la partie sociale qu'on pouvait attendre. Malgré tout, à moyen terme, est-ce que ça dessine le projet qu'on attend toujours pour la France de 2022 ? Et vous avez raison, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il en sort par le haut ? Mais ce sera dans la troisième partie. On avance un peu vite d'abord sur ces points très précis, ces mesures non annoncées, mais bon, qui ont fuité dans la presse, donc on connaît le contenu. Jean-Sébastien Ferjou. Pour vous, c'est suffisant ? Ça peut, vous voyez le titre, les mesures Macron arrêteront-elles les gilets jaunes ? Est-ce qu'on peut imaginer que là, ça y est, il y en a assez ? Mais je ne crois pas. Non, je pense que pour la mobilisation des samedis, non. Mais comme le soulignait Caroline Michel, ça n'avait pas pu, c'était le cas après le mois de décembre. Et d'autant plus d'ailleurs qu'un certain nombre des mesures annoncées au mois de décembre n'ont pas été suivies des faits ou ne sont toujours pas suivies des faits. Donc je pense que les gens attendront en quelque sorte d'être payés pour voir. Après, le sujet, d'une certaine manière, n'est malgré tout plus tellement les gilets jaunes en tant que tels, ceux qui sont encore dans les rues, ce sont les Français au sens large. C'est-à-dire que le trouble ouvert par les gilets jaunes, il a touché l'ensemble des Français, ou à minima, c'est 60 ou 70% de Français qui, à un moment donné, ont pu éprouver du soutien ou de la sympathie pour le mouvement avant de se détourner de la casse. Ça n'empêche pas que l'aspiration à plus de justice sociale, elle est toujours présente dans le pays. Donc il y a certaines choses qui peuvent être importantes, même si la baisse des impôts... En l'état, ça reste quand même assez flou. Alors, comme en plus le thermomètre est un peu cassé avec le prélèvement à la source, parce qu'il faut quand même d'abord, avant de se rendre compte si vos impôts ont baissé ou non, avoir repris la mesure de ce qu'étaient réellement vos revenus post-prélèvement à la source. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malgré tout, et c'est ce que vous évoquiez aussi en creux, il n'y a pas le sens. On est dans une crise du sens. Alors peut-être que l'emballage du discours, là on voit le catalogue de mesures un peu catégoriel en plus, parce qu'on voit bien l'utilité qu'il y a, y compris vis-à-vis des retraités, à s'adresser à certaines clientèles électorales vis-à-vis des européennes, ce qui n'est pas en soi critiquable. L'exercice de la démocratie est aussi celui-là. Mais malgré tout, je ne vois pas tellement le sens poindre derrière tout ça. Et si on parlait de refonte, de tournant, de virage dans le quinquennat, en l'espèce, je ne le vois pas. Je vais vous laisser répondre, mais puisqu'on parle des mesures très précisément, il y en a une qui fait particulièrement débat, et je vous ai vu d'ailleurs réagir, c'est la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration créée en 1945. Certains parlent déjà d'une mesure populiste. Nous avons demandé à un ancien énarque ce qu'il en pensait. C'est Gaspard Ganzer qui était dans la même promotion qu'Emmanuel Macron, la promotion Sangor. Et le candidat à la mairie de Paris est au micro de notre journaliste Yann Kersia. Il lui a répondu tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas être trop attaché au symbole, ni dans un sens, ni dans un autre. La suppression de l'ENA, c'est ni un totem, ni un tabou. Pourquoi pas supprimer l'ENA? Mais la question, c'est pourquoi faire? Oui. Ceux qui font semblant de croire que la suppression de l'ENA va régler tous les problèmes des Français ne sont pas sérieux. Au micro de Marie Brémaud également, Stéphane Vernet. Oui, moi je pense que c'est pas le vrai problème, c'est pas la vraie question. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un sondage assez récent qui est sorti ce week-end, qui passait au crible une 8 à 10 mesures qui étaient potentiellement dans les tuyaux. La suppression de l'ENA est la seule qui n'était pas plébiscitée par les Français. De mémoire, 54% des Français disaient... non, voilà, 54% des Français disaient non, mais ça, l'ENA, on n'est pas pour la suppression de l'ENA. Non, je pense que ça n'a pas de sens. Il y a un côté un peu... je trouve ça dommage, il y a un côté quasiment un peu Gadget. Quasiment, il y a un côté démagogique. Ouais, démagogique. Populiste, c'est la question. Voilà, c'est-à-dire que le côté qui consiste à dire oui, il faut tout baser sur ou tout miser sur la méritocratie, il faut relancer la méritocratie, etc. En disant comment vous dire ça? Oui, de fait, ces grandes écoles, elles sont dans leur fonctionnement, on voit bien qu'elles permettent d'abord à des enfants dont les parents eux-mêmes ont fait le même type d'études. Des élites, disons-le. Mais oui, mais qui se reproduisent. Oui, c'est vrai, techniquement c'est vrai. Mais en réalité,
dans leurs principes, elles sont quand même ouvertes à tout le monde. Donc, si on est sur la base sur le principe de la méritocratie, en disant chacun, en fonction de ses capacités, de son travail, doit pouvoir y arriver, elles sont ouvertes à tout le monde, ces écoles. Et on a besoin aussi de structures qui préparent des hauts fonctionnaires, des grands cadres, des gens capables de faire marcher l'État. Parce que quoi qu'on en dise, ce sont des structures très complexes. Ça s'improvise pas, en fait. Faire fonctionner un pays, faire fonctionner des grandes administrations. C'est un métier. Bah oui, c'est un métier, donc ça s'apprend. Une mission. Je le ressenti, Stéphane. Oui, alors je voudrais revenir un peu plus longuement sur la question de l'ENA, mais déjà peut-être distinguer la forme et le fond de l'intervention du présidentiel d'hier. On parlera peut-être de la forme dans un second temps. Je voudrais vraiment vous entendre sur l'ENA. Sur l'ENA. En fait, ça rejoint, si vous voulez, le fond quand même de son intervention, parce qu'on ne peut pas dissocier comme ça et cataloguer les mesures, à mon sens. Je pense que ce serait un peu réducteur. Donc, pour vous répondre, je pense que le président de la République a compris et a fait le diagnostic. Donc, la première chose qu'il dit, c'est la crise de la représentation. J'ai compris que c'était une crise de représentation qui était d'abord dans la rue. Ensuite, j'ai compris que c'était une crise de pouvoir d'achat, une crise sociale. Donc, il y répond, et il y répond plus largement en disant « Je vous ai compris aussi sur le fait que vous aviez besoin d'une réforme institutionnelle. » Après, on peut débattre sur le fond de la réforme institutionnelle. Je pense pas que c'est en supprimant le nombre de parlementaires que vous êtes mieux représentés. Je pense que ça, c'est pas forcément une très bonne idée, mais il tient à son programme de campagne présidentielle. Donc, oui, parce que ça, il nous ressort à intervalles réguliers. Ça, si je puis me permettre la familiarité, mais je vais vous répondre sur l'ENA. Je pense qu'en fait, ça procède d'une volonté de libérer les énergies et de faire en sorte que dans ce pays, justement, on n'est plus le plafond de verre qui fait que beaucoup de jeunes, et je suis bien placée pour le dire parce que je les vois à Sciences Po, s'autocensurent sur des carrières administratives comme celle-ci. À cause de l'ENA ? À cause de l'ENA. À cause de l'ENA, y compris au sein de l'administration. Donc c'est pas si démago et si populiste. Alors non, c'est pas si démagogique et si populiste que ça. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Mais je dois vous dire que il y a deux façons de procéder. C'est-à-dire soit vous passez par la suppression simple des concours administratifs pour l'accès à la fonction publique. Je dois vous dire que ça n'a pas ma préférence parce que en réalité ça peut laisser une place aux discrétionnaires et au fait du prince. Et c'est pas comme ça que les Français conçoivent, je pense, leur méritocratie. Mais en revanche, se dire que l'ENA n'est pas l'alpha et l'oméga pour l'accès à la haute fonction publique, c'est une, je pense, très bonne idée. Après, je sais pas s'il pourra aller jusqu'au bout, parce que les conservatismes vont être très forts. Pourquoi ? Parce que du coup, supprimer l'ENA, oui, très bien, mais pour y substituer quelque chose. Parce qu'il faudra de toute façon... Une pression plus récente dont on parle, c'est fusion avec l'un... Non, il serait question de créer une école des services publics. C'est ça. Oui, alors voilà. En plus, c'est pas tellement le sujet. Parce que les problèmes du blocage des élites, ils peuvent exister aussi dans des pays où il n'y a pas l'ENA. C'est un problème de culture. Donc si la culture qui préside à la sélection des élites est la même, si ce qu'on attend des gens à Sciences Po déjà continue à être la même chose, si de toute façon, en quelque sorte, on tue dans l'œuf tous ceux qui pensent un peu différemment, parce que regardez comme le champ de la pensée est quand même sévèrement contraint aujourd'hui, non mais y compris d'un point de vue technique, je ne parle pas d'options délirantes, le problème sera exactement le même au point de sortie. C'est en ça que c'est un peu démagogique, parce que je n'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron, dans son mode de pouvoir, il avait parlé justement de dire mettons en place un spoil system à la française. Un spoil system, ça aurait probablement beaucoup plus de sens. Un spoil system, pour expliquer, pour nos téléspectateurs, voilà, c'est de dire les directeurs d'administration centrale, en tout cas ceux qui pilotent les administrations, sont des gens qui doivent changer lorsqu'une nouvelle majorité arrive au pouvoir pour qu'ils assument une part de rôle politique. Emmanuel Macron a fait pire, lui, non seulement il n'a pas changé les directeurs d'administration centrale, mais en plus il a réduit les cabinets ministériels. Et on retrouve toujours un peu cette tentation démagogique de prendre les choses sous l'angle du symbole ou sous l'angle de la dépense, de combien ça vous coûte, comme pour le nombre de parlementaires. C'est quand même parfaitement absurde, parce que c'est pareil, on peut supprimer 30% des parlementaires, dans ce cas-là on peut aussi en supprimer 70% si on a envie, ça ne change pas grand-chose. La question est celle des missions du gouvernement. Quand le gouvernement, quand Édouard Philippe ne vient pas répondre aux questions du Sénat, si de toute façon la question qui préside à l'exercice du pouvoir est la même, qu'il y ait 30% de parlementaires en plus ou en moins, ça ne change strictement rien. Et ce point-là de culture, parce que c'est vraiment ça, c'est comme la moralisation. On peut toujours faire semblant qu'on va être des Suédois demain. Si on ne l'est pas, vous voterez toutes les lois du monde. S'il y a une espèce de tolérance à certains comportements en France, ça sera la même chose. Donc il doit y avoir une réflexion beaucoup plus profonde là-dessus. Et parfois, les mesures symboliques sont le meilleur moyen de ne pas avoir la réflexion de fond. Je voudrais, oui, Florence Stéphane. Oui, je suis assez d'accord. On ne reste pas trop longtemps sur l'ENA. Et sur... Oui, non, mais je vais passer rapidement. Mais je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, s'il s'agit de changer la coquille et de ne pas changer ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne sert strictement à rien. Bon, voilà, l'idée de
je dirais d'envoyer quand même aussi un symbole à cette haute fonction publique, c'est aussi important. Je voudrais qu'on écoute une autre réaction. C'est un ancien proche d'Emmanuel Macron qui a donné son avis sur les mesures présidentielles. Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'exprimait chez nos confrères de RTL et il met en garde le chef de l'État, lui, contre le risque de catalogue de mesures. Écoutez. Ce n'est pas une série de mesures qu'il faut égrener, c'est plutôt un cap qu'il faut pouvoir donner dans des circonstances qui sont difficiles. Vous venez de parler de notre environnement économique et notre environnement économique mondial n'est pas très fameux aujourd'hui. Comment la France peut-elle, dans ces circonstances-là, pouvoir continuer à aller de l'avant? Je crois que c'est la vraie question au-delà de tous les problèmes catégoriels des uns et des autres. C'est un peu ce que vous dites depuis le début de cette émission, Caroline Michel-Aguirre, hein, ce manque de sens, ce manque de cap. Oui, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui touchent juste et on ne peut pas dire on est contre le fait d'aider les retraités, d'aider les mères célibataires, les femmes seules, bien etc. sûr. Mais ce que je trouve inquiétant, ce qui inquiète dans la démarche, c'est l'absence de projet politique et de fond politique qui est le problème historique d'Emmanuel Macron et auquel il ne répond pas. Parce que, une fois encore, si on revient un petit peu en arrière, sur le message politique, le petit clip qui nous fait passer juste avant la veille qui est quand même faramineux de contradiction par rapport au message qui est porté depuis des mois, où il nous dit « je vous ai entendu, je vais arrêter Jupiter, je reviens sur le terrain, je vais reconnecte l'élu aux citoyens. Je vais réarmer les corps intermédiaires, etc. Je vais réarmer les élus locaux, je vais leur faire la synthèse ». Enfin, tout ce discours qu'on a entendu pour avoir au final un clip de 2 minutes qui nous dit exactement la même chose. Je vous entends, je vais vous répondre. Et si je dois aller jusqu'au bout, le message d'hier soir qui était censé faire je sais pas quoi, d'ailleurs, justifie. Bon, alors je vais. Vous ne cessez d'avancer. Mais tout ça, ça répond à la question, c'est-à-dire catalogue de mesures à des réponses ponctuelles, absence de projet global dû à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire parce que peut-être qu'il n'y a pas d'idéologie. Il y a autre chose au-delà du projet politique ou de l'idéologie, et vous le citiez, vous disiez je vous. La campagne qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, demain je vous réponds, mais je vous réponds, il y a Emmanuel Macron et puis il y a les Français. C'est pas je vous ai compris qui est une espèce de réalité qui inclurait tout le monde. À l'arrivée, nous sommes ensemble. Non, Emmanuel Macron, c'est toujours c'est son chéquier, son système scolaire, sa France, son ENA, mais c'est jamais les Français. Et même hier soir, j'ai trouvé ça très révélateur de l'état d'esprit du président de la République. N'avancez pas trop, on va en parler, on va même l'écouter. Non, mais juste pour vous dire, aller au bout de cette phrase-là, quand même, que Emmanuel Macron conclut, alors qu'il avait été très bien la veille à Notre-Dame sur les lieux, son intervention en disant « Je tenais à vous dire que je partage votre douleur ». À ma connaissance, Emmanuel Macron n'est pas la reine d'Angleterre ni Donald Trump. Donc, oui, a priori, on imagine bien que le président de la République française partage la douleur des Français concernant Notre-Dame. S'il avait dit « je partage la douleur des catholiques », on peut comprendre avec la laïcité qui se situe en dehors. D'ailleurs, il n'a pas cité le mot catholique. Mais ça montre bien la difficulté quand même qu'a Emmanuel Macron à vivre au cœur, au sein de la société avec les gens. Stéphane Vernet, sur l'effet catalogue dont parle Gérard Collomb, il ne le dit pas exactement comme ça, mais... Non, mais moi je suis un peu gêné, je pense qu'il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que là, on est en train de se livrer à une espèce de mise en abîme que je trouve très surréaliste. On est en train de commenter une allocution qui n'a pas eu lieu. Non, parce que moi je vous parlais de celle qui a eu lieu. Non, il y a celle d'hier soir. Moi je reviens à celle de lundi. On est en train de commenter l'allocution du président de la République de lundi qui n'a pas eu lieu. Elle a été enregistrée, le texte existe, il a été diffusé à certaines rédactions. Pas toutes, il y en a une ou plusieurs qui l'ont fait fuiter, hop, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Mais finalement, les mesures, ce que le président devait annoncer lundi, on ne le voit qu'à travers le prisme du choix des journalistes qui ont eu le texte et qui le décortiquent et qui l'analysent et qui voilà. Sauf que donc la tonalité générale. Peut-être qu'il y a un cap. Mais je vous rappelle qu'il y avait deux choses. Il y avait l'allocution qu'il devait faire lundi, plus la conférence de presse qui était prévue à l'Élysée aujourd'hui. Les deux sont annulés. La conférence de presse d'aujourd'hui, elle devait être complémentaire de l'allocution et préciser un certain nombre de choses, les compléter, lui permettre de répondre aux questions des journalistes, peut-être d'ajouter des éléments qu'il n'y avait pas dans son allocution. Donc l'ensemble du dispositif, on l'a pas complètement. Raison. La seule conclusion logique à en tirer du point de vue de l'Élysée, c'est dans la mesure où la fuite a eu lieu, il ne faut pas décaler à la semaine prochaine l'intervention, parce que ça n'a aucun sens. Précisément, c'est une configuration qui est absolument terrible pour lui. Et je suis d'accord avec vous, dans
un monde idéal, on devrait faire semblant. Mais dans la mesure où tout le monde en parle, le président de la République doit le prendre en compte. La fuite, elle a eu lieu hier, et celle-là, elle n'était pas prévue du tout. Je suis d'accord avec vous, mais une fois qu'elle est faite, difficile de l'ignorer. Sauf que les événements commandent. Donc moi, je comprends aussi. Et ça met tous les dispositifs. Mais le contenu existe. Le problème, c'est qu'en commentant ce qui n'a pas été annoncé, en fait, on oblige collectivement le président de la République à refaire une allocution la semaine prochaine, peut-être annoncer des choses, peut-être revoir sa copie. Et donc finalement, ça aura servi de ballon d'essai. On est en train de commenter des choses qui n'adviendront pas. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais ça a été quand même confirmé par un certain nombre de ministres qui ont vu Emmanuel Macron dimanche soir. Donc, non, mais c'était juste pour dire que c'est pas juste les journalistes qui sont en bien sûr. Il y a une vraie responsabilité de l'exécutif dans la situation. Je suis d'accord avec vous. Ingérable, je conteste pas ça. Et je pense qu'il va revoir sa copie pour la semaine prochaine. Et donc, on peut avoir des surprises ou des choses qui vont changer à la marge. Ce sera grâce peut-être à vos commentaires, Flore Santi-Stéphane. Écoutez, moi, je sais pas, mais sur la forme, bon, sur le fond, je vous ai donné mon sentiment tout à l'heure, mais sur la forme, ça rejoint exactement ce qu'on dit là sur la communication qui est absolument pas maîtrisée du président de la République. Donc, effectivement, alors, soit une première chose, c'est de l'amateurisme de la part de ceux qui ont fait ça. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, il peut se passer n'importe quoi. Donc, vous pouvez avoir effectivement Notre-Dame qui est en feu et le président de la République qui peut pas s'exprimer, qui est empêché. En ayant donné par avance la tribune, enfin l'extrait, la vidéo et puis surtout le discours à certaines rédactions, pas à d'autres, déjà qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on choisit ses journalistes. Mon premier point déjà c'est... Et puis le journaliste fait son travail, il a une matière, il a l'information. Et puis tout le monde attend ça. Je veux dire, ça fait 3 mois qu'on attend sa parole présidentielle, donc on ne peut pas reprocher aux journalistes de faire leur travail. Donc ça, c'est une première chose. Donc amateurisme, je ne sais pas. En tout cas, carence, lacune, quelque chose qui ne va pas. Défaillance. Défaillance, on peut le dire. Et là, ça s'enchaîne. Et on a le sentiment, je vais vous dire, que le président de la République est seul. Parce que sa secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement maintenant, est partie de l'Élysée. On se retrouve avec un président qui est aux commandes. Je pense qu'il est aux commandes. Mais les gens qui sont autour de lui le représentent tout autant que lui-même. Donc quand il se comporte de cette façon et qu'ils font preuve d'aussi peu de rigueur, en réalité, ils le desservent. Alors, j'aimerais qu'on se penche sur l'allocution surprise du chef de l'État hier soir, effectivement, puisque le président est revenu sur le drame de Notre-Dame. Quelques minutes pour nous dire toute son émotion, ses ambitions pour la reconstruction du bâtiment. On en a parlé en début d'émission. Mais il y a un passage qui nous a particulièrement intéressés. C'est peut-être le même que vous, Jean-Sébastien, parce qu'en fait, il y a probablement, j'ai même envie de dire, évidemment, beaucoup de politique derrière. Écoutez. Ben oui. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit, un projet humain. J'entends comme vous la hâte changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, devenir meilleurs que nous le sommes. Caroline Michel-Aguirre, est-ce qu'il utilise le drame de Notre-Dame de Paris pour fédérer? Comment vous le percevez ce message d'hier? Est-ce qu'il y a de l'instrumentalisation politique? Il y a deux choses, c'est évident. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est j'allais dire surfer, le mot est moche, mais en tout cas... Saisir l'occasion de... Exactement, du moment d'unité nationale, c'est son rôle, malgré tout, il est le président de tous les Français, on ne peut pas lui reprocher ça, et il n'est pas le premier à le faire. Pourquoi cette intervention nous met aussi mal à l'aise? Parce qu'au fond, on était en train de se le dire en plateau, cette intervention nous met mal à l'aise. Pour quelle raison? Parce qu'on voit bien qu'il se saisit de ce moment-là, non pas pour nous parler de Notre-Dame, c'est l'allocution d'un président de la République, la plus creuse de la Ve République. Qu'est-ce qu'il... Enfin, je veux dire, il avait, théorisé... Cela dit, il n'était pas dans le noir, il n'y avait pas de bruit non plus. C'est vrai, non mais il avait théorisé le silence, enfin le prix de la parole. Là, il vient nous parler pendant 5 minutes pour nous dire
Rien, ce qui est quand même hallucinant. Deuxième chose, donc c'est comme s'il bradait ses atouts dans une partie de cartes. Et deuxième chose, comme les gens sont quand même pas idiots, on voit bien qu'il nous parle de Notre-Dame, mais qu'il nous parle de la France, et qu'il nous parle de son projet, et c'est vraiment fait avec des gros sabots. Et là où ça nous met mal à l'aise, c'est qu'on a l'impression qu'il s'adresse à nous, journalistes, un peu ce que vous disiez, en disant « mais arrêtez de me mettre la pression, on en parlera quand on en pourra ». Est-ce qu'il y a même une tentative de diversion? Et ce face-à-face de lui, tout seul, on voit bien que la communication, même nous, entre se le dit, entre journalistes, mais tu sais qui s'occupe de la com aujourd'hui? Non, même nous, on ne sait pas. Il nous met mal à l'aise, il est angoissant. Stéphane Vernet, une tentative de diversion? Moi, je dirais pas une tentative de diversion, mais en fait, on est dans la continuité de ce qu'on expliquait tout à l'heure. Il y a un énorme couac en matière de communication. Alors, on peut pas lui reprocher, c'est la faute à pas de chance. Jusqu'au dernier moment, il peut se passer quelque chose. Oui, il fallait pas distribuer la locution ou donner des éléments à certaines rédactions et pas d'autres avant. C'est une connerie, c'est vrai. C'est vraiment la faute à pas de bol. Il arrive un drame national, un vrai, au moment où... il a très bien réagi lundi soir. Non, mais justement, Oui, et mais alors, justement, en fait, quand il est dans la spontanéité, quand il est dans la sincérité, etc., qu'il y va avec ses tripes sur le terrain, ce qu'il fait pendant le grand débat et tout, il est bon, parce que ça, il sait faire. Aussi, et voilà, le Emmanuel Macron, candidat en campagne, il est excellent dans cet exercice, il est convaincant. Le problème, c'est quand il est face à un prompteur et qu'il récite un texte, etc., et qu'il veut mettre du ton, théâtraliser les choses. Quand les autres s'en mêlent, finalement, quand ses équipes s'en mêlent, alors non, pas forcément. Peut-être dans l'exercice du pouvoir, ce qui n'est pas la même chose que celui de la séduction ou de l'incarnation. Regardez les deux, la différence entre lundi soir et mardi soir. Finalement, il y a voilà. Et pourquoi est-ce qu'il fait cet exercice mardi? C'est peut-être parce que justement, c'était pas prévu du tout. Ce qu'il a fait lundi soir était suffisant et parfait. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Le problème, c'est que en début d'après-midi, mardi, hier, vous avez cette histoire de fuite qui commence à se répandre comme une traînée de poudre, qui fait le tour des rédactions, c'est repris partout, etc. Et donc, à un moment, il faut qu'il reprenne l'initiative. C'est qu'en fin d'après-midi qu'il décide de faire une allocution télévisée. Il nous reste moins de 2 minutes. Mais elle tombe à plat. Rapidement, je pense qu'en fait, il y a encore un problème, je dirais, de tempo politique pour lui. Mais cette question de la communication, et vous avez totalement raison, enfin moi je vous rejoins tout ce qui vient d'être dit. En fait, pour tout vous dire, j'étais avec mes étudiants hier soir et ça fait 3 mois qu'ils attendaient d'avoir les réponses au débat des Gilets jaunes. Et ils sont plutôt bien informés, mes étudiants, et ils n'avaient pas compris qu'en fait allait être substitué aux annonces ce qu'on a vu. Donc on s'est interrompu pour écouter le président de la République, ce qui est déjà en soi, passons, mais on l'a fait. Et je peux vous dire que donc on a entendu ça. Et j'ai des étudiants qui sont plutôt pro-Macron en plus. Ils sont restés sur leur chaise. Et les mots qui ont été prononcés, c'est irritant, c'est frustrant et c'est de l'instrumentalisation. Voilà les 3 mots-clés qui sont... Grave erreur. Une minute, Jean-Sébastien Ferjou. Je pense en plus qu'Emmanuel Macron prend peut-être un risque politique, c'est-à-dire qu'il était très bien, encore une fois, on l'a tous souligné lundi soir, en prenant la mesure de l'événement, en annulant, pour le coup, l'allocution qui était prévue, en parlant au bon moment et en sachant trouver les mots justes. Je pense que là, il est en train de prendre un léger risque politique. Il y a un moment quand même où peut-être le too much va poindre son dé, notamment du point de vue des catholiques, parce que c'est très bien de vouloir reconstruire Notre-Dame et d'afficher, de surafficher ça. Je ne parle pas de lundi soir, je parle plus de la réunion qui a eu lieu cet après-midi, justement, avec la loi spéciale Notre-Dame. Parce que l'Église catholique, je pense, ou les catholiques de France, auront aussi envie, dans ce cas-là, qu'on les entende quand les questions comme la GPA ou autres viendront sur la table. Et l'Église, ça n'est pas que des bâtiments, ce n'est pas qu'une part de l'histoire de France. Et même chose pour ceux qui le prennent sous un angle peut-être plus identitaire ou plus mémoriel, c'est-à-dire qu'il y aura des limites à dire « je suis très européen, je suis très pour un monde ouvert, multilatéral, etc. » Après avoir surjoué justement l'histoire de France, je pense qu'il prend là le risque de créer des frustrations. Et on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Caroline Michel Aguirre, je rappelle la une de l'Obs qui sort dans vos kiosques demain. Il était une fois Notre-Dame, de la splendeur à la tragédie. Merci infiniment. Fin de cette émission. On se retrouve demain en direct à 18h30. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique aux élections européennes. Bonne soirée, restez au cœur du débat.